Bonjour à tous, vous écoutez Docteur Manhattan de Rage, je suis en compagnie de Marquis de Bayon. Nous enregistrons cette discussion à l'occasion de la sortie de l'e-book Obscure Accélération, une sélection des écrits de Nick Land. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir Rage sur Tipeee, et pour un type de 2€, vous soutiendrez cet ouvrage ainsi que la traduction du Moment Straussien de Peter Thiel. Dans une première partie, Marquis de Bayon nous expliquera le courant de l'accélérationnisme dans sa globalité, et puis dans une deuxième partie, je reviendrai personnellement sur la traduction Obscure Accélération, qui est un recueil des écrits de Nick Land. Marquis de Bayon, je t'en prie, tu peux commencer ta présentation de l'accélérationnisme. Merci de cette introduction, Dr. Manhattan. Alors, je vais faire une présentation de l'accélérationnisme. Je vais passer assez rapidement sur l'accélérationnisme et sur celui de Nick Land, et je pense que vous aurez peut-être des choses à redire, à préciser côté Nick Land. Mais moi, je vais surtout vous introduire l'effectif accélérationniste qui buzz pas mal depuis le début de l'année. Et le fait est que j'ai fait une grosse recherche dessus, et je suis venu avec des, on pourrait dire, des mises à jour intéressantes dessus, même qui ont intéressé les gens qui étaient anglophones dessus. Donc moi, je vais me présenter. Marquis de Bayon, c'est mon pseudo sur Twitter. J'ai aussi créé 2 articles sur Rage. Le premier était sur Cody Wilson, qui est la personne qui a imprimé des armes en 3D, et le deuxième était sur Make Sunset, qui est une startup de géo-ingénierie. Donc moi, en termes d'accélération, j'ai lancé depuis 2 mois le meet-up Effective Accélérationnisme sur Paris. Donc en fait, j'essaye vraiment, au-delà d'écrire des articles, de concrétiser des choses dans le réel. Et ça se passe plutôt bien, c'est vraiment cool. On a des gens qui s'intéressent vraiment au sujet de l'accélérationnisme, à tout ce qui est crypto, à tout ce qui est intelligence artificielle. Et pour me présenter plus en détail, je suis en général passionné par tout ce qui est IA, crypto, et surtout par tout ce qui est philosophie qui en découle de tout ça, et tout ce qui est politique. Et c'est une chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. En général, quand les gens parlent de crypto ou d'IA, la philosophie est assez pauvre, les mecs, ils connaissent rien. Et moi, j'ai été énormément inspiré par tous les penseurs anglophones, que ce soit Curtis Yarvin qui en soi est un techos qui parle pas forcément énormément de tech, mais qui parle beaucoup de réseaux sociaux, qui a été interviewé pour la première vraie grosse apparition, c'était Justin Murphy, qui se définit comme un indie thinker. C'est une sorte d'académicien de Twitter, mais franchement, il fait du contenu vraiment top. Je vous conseille de regarder son Twitter, et, sa newsletter et son podcast. Et un autre, on peut même pas dire penseur, même s'il est vraiment dans la philosophie, il est pas mal dans l'action, c'est vraiment Cody Wilson qui vraiment a pris tout ce qui a montré que comment prendre de la technique et réinjecter du politique dans notre société. Parce que moi, je suis très orienté vers tout ce qui est liberté d'expression. J'étais très choqué par les attentats de Charlie Hebdo, mais pas tant par l'attentat en soi, mais c'est la manière dont on a vraiment complètement démantelé, détruit la liberté d'expression sans en fait il y ait le moindre levier politique qui permette d'éviter ça. Et j'ai été, en gros, j'ai vraiment pris la pilule Cody Wilson, comme quoi, si on veut de la liberté, si on veut du politique, ça va se passer à travers la technique et pas du tout via la démocratie parlementaire. Donc voilà pour là d'où je viens, ce que je lis, ce que j'aime. Et donc je vais vous faire une rapide introduction à l'accélérationnisme. Là où va être le cœur de ma démonstration, ça va surtout être sur l'effectif accélérationnisme, mais je vais vous faire un petit historique. Et peut-être que vous aurez des mises à jour à dire, parce que c'est vraiment quelque chose de très touffu. À la base, l'accélérationnisme, et on peut situer l'arrivée de l'accélérationnisme sur les blogs des années 2000. C'est quelque chose qui découle en partie de la pensée du CCRU, la l'unité cybernétique d'une université anglaise dans laquelle il y avait Nick Land, mais aussi d'autres penseurs attendez, je retrouve son nom, comme Mark Fisher également. Sadie Plant, Mark Fisher et Nick Land, qui étaient dans le CCRU et qui ont développé vraiment une philosophie sur tout ce qui était cyberculture, en mélangeant ça un peu avec
des philosophes comme Heidegger, Georges Bataille, Marx, et en même temps en mettant un peu d'imaginaire collectif en y ajoutant pas mal de science-fiction. Donc, début 2000, on a vraiment cette pensée qui se répand sur des blogs, et donc qui va énormément foisonner, et qui va donner l'un des principaux courants qui va ressortir, ça va être ce qu'on appelle le L-hack, c'est-à-dire left-wing accélérationnisme, qui va être beaucoup poussé par Mark Fisher et, Sadie Plant. Sadie Plant qui va plus s'axer sur tout ce qui est une femme qui va plus s'axer sur ce qui est, on va dire, genre, qui va donner une sous-branche qui va être le J-hack, qui est le gender accélérationnisme, mais qui reste quelque chose d'assez underground. Et pour faire une parenthèse, vous allez souvent avoir cette manière de dénommer un courant accélérationnisme avec la lettre slash hack. Et c'est vraiment quelque chose qui est dérivé de la culture, la culture nageur, de la culture 4chan. Et d'une manière que je trouve assez pertinente, parce que ma conclusion, c'est que l'accélérationnisme, euh, c'est avant tout un channel de discussion. C'est ça que j'ai trouvé génial en Meetup. C'est que c'est pas tant des gens qui vont avoir une idée exacte de ce qu'est l'accélérationnisme, c'est plus quelque chose qui va regrouper plein de gens passionnés sur une seule idée. Et là, en 2010, on arrive sur le left-wing accélérationnisme, surtout popularisé par Mark Fisher. Et à la différence de la plupart des gens de gauche, Sadie Plant et Mark Fisher sont des gens qui sont technophiles, alors que les trois quarts de la gauche, en fait, sont des gens technophobes. Et ce que veut surtout Mark Fisher, après, je ne sais pas à quel point c'est la volonté de Sadie Plant, mais c'est vraiment une émancipation du travail par la machine. Son concept, c'est exactement ce qu'on a eu avec Andrew Yang aux US, où il me semble que c'était Arnaud Montebourg ou un autre candidat du Parti socialiste qui voulait créer le revenu universel et en gros faire une taxe sur les robots et se dire avec cette taxe, avec l'automatisation et l'IA, on va pouvoir émanciper les travaux pénibles et générer un revenu universel. Bien sûr, en gros, c'est des courants qui sont restés minoritaires, qui n'ont jamais réellement pris. Et même s'il y a toujours l'idée du revenu universel, ça fait très longtemps que vous en avez pas entendu parler. Et aussi également, il y a eu une disparition du left-wing accélérationniste. Pourquoi? Mark Fisher donne la réponse parce que quand on fait un système politique qui veut une semaine de 4 jours, c'est difficile d'avoir le mot accélérationniste euh, dans son idéologie. C'est littéralement ça, c'est l'accélérationnisme qui est détruit, qui est modéré en termes de vocabulaire par le système démocratique et qui au final aura sa peau. Maintenant, en fait, euh, tous les, euh, tous les partis de gauche en fait s'orientent beaucoup plus sur l'antiracisme parce qu'ils savent que c'est un truc qui marche et sur lequel on peut attaquer les ennemis plutôt que d'avoir de nouvelles idées. Après, ça n'empêche pas d'être critique par rapport à l'accélérationnisme de gauche, le revenu universel, mais il faut préciser qu'au moins ça c'était une idée. Et au final, j'aime beaucoup prendre ça parce que ça complète ma pensée comme quoi, dans la politique parlementaire occidentale, en fait, on ne peut plus rien faire. C'est devenu une voie sans issue et tout le monde s'en aperçoit. Au final, le revenu universel qu'il fait, c'est Sam Altman avec des crypto-monnaies et avec tout l'argent qu'il a de ChatGPT. Au final, ça va être les projets politiques pour moi vont devenir des startups. Et donc après le left-wing accélérationnisme viennent le contre-courant à ce dernier-là, mais qui va pas du tout se concrétiser côté politique. Ou en tout cas assez peu. Ça va être tout ce qui est. Je pourrais dire qu'il y a un courant right-wing accélérationnisme, mais ça va être très connexe de tout ce qui est néo-réaction avec Nick Land, Curtis Yarvin, Peter Thiel. Pour résumer la pensée, ça va vraiment être euh, faire fonctionner un pays comme si c'était une start-up, un ensemble de serveurs Discord ou même juste des serveurs dans le cloud. C'est une très... Ouais.
Ok. Ça ne fait rien. Mais en fait, c'est vraiment une abstraction de ce que pensent toutes ces personnes-là. Après, on pourrait en effet avoir une certaine granularité, éventuellement sortir des personnes de ça, mais c'est ce qui en ressort. Et même Balaji, avec son network state, sa définition, c'est un état dans le cloud. Donc, ça paraît assez, euh, assez abstrait comme chose, mais au final, quand on réfléchit au niveau du Bitcoin, c'est quelque chose qui fonctionne comme ça. Après, la question, c'est que en dehors du Bitcoin, on voit très mal comment on peut avoir des choses régaliennes comme une armée dans le cloud ou des choses comme ça. Mais d'un autre côté, en même temps, quand tu réfléchis à Wagner, c'est quoi? En fait, on disait que Wagner, c'était quelque chose qui appartenait à la Russie, mais c'est pas forcément évident. Euh, En effet, c'était des mercenaires qui étaient attachés à la Russie, mais c'était c'était une entreprise qui amassait plein d'argent et qui a été en mesure, via Telegram, de lancer un coup d'État, d'avoir un peu d'avoir en fait une certaine forme de souveraineté. Et même quand en fait ils ont du matériel militaire, ils vont dans les pays africains, ils assurent la sécurité, mais en même temps ils récupèrent des tonnes de ressources minières. euh, à quel point ces choses vont réellement en Russie et à quel point il n'y a pas en même temps un enrichissement de Wagner. Enfin, comme disait Bonzaï Supervert, on va rentrer dans une période où on va avoir des centaines de Prigozhin qui vont apparaître partout dans le monde avec des espèces d'armées privées qui vont travailler un temps pour tel pays, un temps pour l'autre, en même temps amasser de l'argent, avoir des réseaux privés comme Telegram, voire même d'autres réseaux mélangés avec des systèmes de blockchain. On peut très bien imaginer un monde qui, euh, qui fonctionne comme ça. Après, il y a un gros débat là-dessus, mais Euh, c'est l'idée du panarchisme qu'on retrouve chez Nick Land, chez Curtis Yarvin et chez Balaji, tous à certains niveaux. Et c'est ce qu'on pourrait imaginer comme right-wing accélérationniste dans le sens euh, le truc le plus libéral possible. Et sinon, chez Nick Land, on peut aussi l'attacher au U-hack, qui serait le unconditional accélérationnisme, qui serait en fait, on laisse l'IA s'échapper et voilà, on regarde ce qui se passe et c'est l'apocalypse, la révélation. Et c'est aussi le genre de texte qu'on va retrouver chez Nick Land, euh, où en fait l'IA est une sorte tourne sur une sorte d'algorithme qui est venu du futur. C'est un concept un peu perché, mais au final, qu'est-ce que le capitalisme si ce n'est une espèce d'algorithme qui continue continuellement de s'améliorer, un peu comme une sorte de logiciel ou comme la fonction de régression d'une IA qui essaye d'avoir le message ou l'image la plus parfaite possible au fur et à mesure. Et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la pensée de Nick Land, c'est cette boucle de retour positif. C'est-à-dire, on arrive, on a un résultat, est-ce que euh, ce résultat est meilleur ou plus mauvais que le précédent. Et à partir de là, on repart dans la boucle et on améliore, et on améliore, et on améliore. Et ce qu'on peut constater, c'est que cette notion d'amélioration depuis l'âge industriel s'est mis à être plus en plus, euh, de plus en plus important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans vraiment le texte qu'on considère comme fondateur de l'accélérationnisme landien, c'est le texte Meltdown, où justement, pour Nick Land, c'est le début de la singularité qui se produit via cette boucle de retour entre la technologie et le capital. C'est-à-dire, on lance une technologie, est-ce qu'elle rapporte de l'argent ou est-ce qu'elle rapporte pas de l'argent? Et à partir de là, on passe à la nouvelle boucle pour revenir à une technologie qui rapporte encore plus d'argent. Et la technologie atteint cette singularité à partir de là. C'est pour revenir à ça, je l'ai dit, mais c'est l'essai Meltdown de Nick Land, qui lui-même est inspiré de Marx, qui avait remarqué toujours cette boucle de retour positif dans le techno-capital. Et dans cette théorie, Marx voyait ça comme une accélérationnisme qu'il fallait pousser le plus vite possible et qui mènerait le capitalisme à son incinération. Et c'est aussi ça qu'on retrouve dans l'inconditionnel accélérationnisme, ce côté un peu nihiliste d'aller vers le bout de l'accélération et vers une sorte d'apocalypse
et Révélation. Je dis et Révélation, mais Apocalypse et Révélation sont ont la même signification. Et à partir de là, je vous ai cité 3 courants qui est l'inconditionnel accélérationnisme, même encore plus parce que j'ai parlé du gender accélérationnisme, right-wing accélérationnisme, left-wing accélérationnisme. Mais il faut savoir que c'est vraiment un enchaînement de courants politiques qui viennent les uns au-dessus des autres et qui essayent de se concrétiser, mais qui au final n'arrivent jamais à faire à, à se concrétiser dans le réel, à avoir vraiment beaucoup de traction. Et là, ça devient intéressant parce qu'on a l'effectif accélérationnisme. Et pourquoi ça fait du buzz? C'est parce que des gros bonnets de la Silicon Valley se sont mis ça sur leur profil Twitter. C'est quelque chose qui apparaît en début 2022, mi-2022. La première personne chez laquelle j'ai vu ce pronom, on peut dire, c'est chez Martin Shkreli. Quand il est sorti de prison, il avait mis ça sur son pseudo. Martin Shkreli, c'est PharmaBro. Je vous passerai, si vous voulez, son nom dans le Discord, mais sur le coup, je vais pas expliquer qui c'est. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça arrive. Et au début, j'ai cru que ça voulait dire economical accélérationnisme. Et ce n'est que début de 2023 que j'ai entendu parler de l'étymologie qui était effective accélérationnisme. Qui est donc, sur le coup, ça paraît évident, c'est une parodie de l'effective altruisme. Mais sur le coup, la plupart des gens, même dans la sphère anglo-saxonne, se disent, mais je pense que c'est juste une parodie. Mais ce n'est pas le cas. En fait, ce qui est intéressant quand j'ai fait mes recherches, c'est que je suis tombé directement sur le site de l'effectif altruisme plusieurs fois en me renseignant sur la sécurité contre l'IA. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, l'effectif altruisme, celui qui est vendu par Sam Altman, on pense que c'est juste un truc de milliardaires philanthropes. Et en fait, 30% du forum, c'est juste un truc, c'est juste des forums sur des questions de sécurité et des questions de régulation. Pour résumer, c'est des gens qui veulent réguler la technologie de manière extrêmement agressive. Et c'est ce qu'on a vu avec Sam Altman, juste avant qu'il se fasse arrêter aux Bahamas. C'était, on l'a interviewé dans un podcast pour être crypto, et les Pardon, gars, je ouais. parlais de Sam Altman, et c'est Sam Bankman-Fried dont tu parles. Sam Altman, c'est le Ah oui, CEO d'OpenAI. ah oui, merci. Non, Sam Bankman-Fried. Oui, oui, exactement. Je me suis trompé. Mais bref, juste avant. Mais apparemment, c'est un autre effectif altruiste, Sam Altman. Enfin, j'ai cru comprendre ça. En tout cas, ils ont tous les deux, euh, ils ont tous les deux ils sont tous les deux passés devant le Congrès américain. Mais pour résumer, en gros, c'est les caractéristiques, c'est que c'est des gens qui sont ultra agressifs sur les régulations. Et je ne sais pas si l'une des personnes affiliées à l'effectif altruisme, c'était Nick Boltron, qui est quelqu'un qui est très critiqué par Peter Thiel pour une simple raison, il a écrit l'hypothèse d'une société d'un monde vulnérable. Et le concept, c'est simple, c'est en cas de danger, genre, imaginons, il y a quelqu'un qui invente une intelligence générale, une AGI, ou qui invente euh, une imprimante 3D qui peut imprimer des protéines, bah, on interdit ça de manière agressive. Euh, Toutes les personnes qui achètent ne serait-ce qu'un composant qui peut permettre ça, on prend leur carte d'identité. Les pays qui respectent pas ça, on les bombarde. On met des gens en prison, on brûle les livres. Et sur le coup, c'est quelque chose qui est pré-Covid. Et depuis le Covid, je pense qu'on a tous compris quel genre de société peut produire un truc où tout le monde panique. Et l'effectif accélérationnisme, pardon, c'est vraiment, c'est quelque chose qui va devenir, qui va apparaître comme une tendance, justement au moment où on a tout, tout ce bombardement de messages pro-sécurité au niveau de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez lu, mais il y a plein de gens qui viennent, plein d'articles, même au niveau de la Commission européenne, où on vous explique que l'IA, c'est un risque existentiel. Et même les gens qui écrivent des lettres et expliquent que c'est un risque existentiel plus grand que la bombe nucléaire. Et pour les mecs de la Silicon Valley, c'est pas passé.
Et il y a eu deux principales grosses têtes qui sont George Oates, qui dirige Coma AI, qui est une IA qui permet de conduire de manière autonome des voitures, qui est open source et qui est en plug and play. En fait, vous achetez votre boîtier, vous le pluguez dans votre voiture et ça conduit tout seul la voiture. Et il y a Mark Andreessen qui est un investisseur de la Silicon Valley. Et, euh, et c'est là où c'est devenu intéressant, que on a fait venir les pros de la sécurité IA, on les a mis en face de George Oates, et George Oates est arrivé, il leur a dit, d'accord, ok, c'est pire que la bombe nucléaire. Il a dit, pourquoi pas, mais quelles sont vos preuves? Et c'est là, à partir de là, qu'on s'est aperçu que les gens en face étaient, au mieux, ne savaient pas trop de quoi ils parlaient, au pire, on était sur des trucs complètement délirants, notamment l'un des plus vocales, qui s'appelle Eliezer Yudkowsky, qui dirige le site Less Wrong. Enfin, la- pour vous donner une idée, dans son podcast avec Lex Friedman, la première question, enfin, sa première critique de l'IA, c'est comment on est sûr qu'il n'y a pas un être vivant à l'intérieur du cluster de GPU. Et il paraît évident que quand on commence à poser des questions comme ça, enfin, et qu'on peut absolument tout légitimer. Après, Yudkowsky, le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel point cette personne est prise au sérieux. Mais pour vous donner une idée, sa pensée, c'est que un jour, une nuit, on va avoir une startup avec un cluster de GPU. euh, il va atteindre l'intelligence générale et il va se mettre à produire des nanobots et des nanobots en cristaux. Il va détruire la Terre dans une nuit. C'est littéralement ça, la pensée. Et, euh, et sur le coup, enfin, je n'aime pas critiquer les gens, mais pour le coup, ça paraît vraiment stupide une fois qu'on entend ça. Et même, je ne sais pas comment George Oates arrive à rester par rapport à ça, avoir quelqu'un qui dit des choses comme ça, qui lui sort des bouquins et ne pas exploser derrière. Tellement c'est un niveau stratosphérique de ridicule. Mais au moins, Yudkowsky, c'est quelqu'un qui est très vocal. Et on peut le critiquer, mais au moins, c'est quelqu'un qui vient sur les podcasts et on sait directement ce qu'il pense. Ça paraît ridicule, mais au moins c'est quelqu'un qui vient débattre et qui propose sa pensée. Euh, dans le chat, vous pouvez venir et me trouver des exemples ou même citer des documents de personnes qui sont vraiment venues à un lien de cause à effet où on arrive à l'extinction de l'humanité avec l'intelligence artificielle. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas et on peut soupçonner fortement qu'il y ait des lobbies derrière qui poussent ça. Et là, on est juste sur l'IA. Après, en fait, c'est le domaine de prédiction de George Oates, parce que c'est quelqu'un qui travaille sur l'IA, qui fait une société avec une IA open source qui permet de conduire des voitures autonomes. Et de l'autre, il y avait Mark Andreessen, qui lui n'est pas dans l'IA, enfin, qui ne parle pas que de l'IA, mais qui va surtout euh, prendre les cas de, euh, de tournants sécuritaires dans la technologie. Et le premier exemple que les chercheurs prennent, c'est le nucléaire, en disant, le nucléaire c'est dangereux, on l'a régulé, voilà, euh, tout va bien. Et Marc Andreessen, il dit non, en fait, tout va mal. Et il explique que si dans les années 70, non, en fait, il parle de la présidence Nixon, et que Nixon avait un plan, était un président relativement écologiste, et en avait marre d'avoir du pétrole, d'être dépendant du pétrole et d'être dépendant du reste du monde. Et ce qu'il a dit, c'est il a créé un projet qui s'appelait le projet Indépendance. Et le projet Indépendance, ça disait on va à fond dans l'énergie nucléaire et on abandonne totalement le pétrole. Et là, la sécurité nucléaire, enfin, les gens qui ont protesté contre le nucléaire sont arrivés. Et au final, au lieu d'avoir ce fork de notre civilisation où on irait dans du tout nucléaire, où il n'y a plus de réchauffement climatique, parce qu'en fait, les émissions de CO2, c'est quelque chose qui explose à partir des années 60, c'est pas quelque chose qui a été... Enfin, c'est vraiment la date vraiment où on pouvait réellement... on aurait pu arrêter les émissions carbone sans, euh, sans avoir recours à de la géo-ingénierie ou même à de la technique. Et à la place de ça, on est allé à fond dans l'essence. Euh, et même avec enfin, avec le tournant
le tournant antinucléaire de l'Allemagne, en fait, qui a commencé au niveau de Tchernobyl, l'Allemagne s'est mis à être de plus en plus dépendant du gaz importé de Russie. Et au final, si vous avez euh, des nuées de drones tueurs qui seront, qui possiblement sont déjà alimentés par de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous vous souvenez euh, de tous ces experts en sécurité qui sont en général très à gauche, très proches de l'écologie, qui vous disent, imaginez, on prend de l'IA, on met ça sur des drones. Déjà, il faut savoir que il n'y a aucune restriction au niveau des États-Unis, de la Chine, de la Russie qui empêche ça. Donc, en fait, il faut supposer qu'en Ukraine, c'est ce qui est en train d'être expérimenté à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas de preuves que ça n'est pas expérimenté. Et ces nuées de drones tueurs qui vont être améliorées au fur et à mesure avec des intelligences artificielles de plus en plus meurtrières, pourquoi elles existent? C'est justement parce qu'on a arrêté le nucléaire et grâce à ça, on a pu financer l'effort de guerre russe dans son invasion de l'Ukraine. Et c'est un point qui est extrêmement pertinent euh, du côté de Mark Andreessen. C'était un, c'est une pensée qu'il développe dans son podcast de Airlitrix, et j'essaierai de vous le remettre dans la conversation. Donc sur le coup, j'ai terminé ma présentation, j'ai terminé vraiment sur le mouvement hack qui s'est concrétisé dans la Silicon Valley. Sur le coup, et donc c'est quelque chose qui est pas mal discuté en meet-up. Étonnamment, je sais qu'on m'avait demandé de faire des traductions de ce qui se passait, mais si vous voulez plus vous renseigner, en fait, ça se passe euh, quasiment tout se passe sur des Twitter Space, donc qui sont éphémères, en général, qui se passent le matin. C'est des gens qui chattent à 4 heures du matin, heure des US, oui, j'ai dit que c'était du matin. Et étonnamment, il y a très peu de traces écrites. Il y a le blog de Beth Jesus, qui est un pseudonyme, euh, qui, euh, qui est un peu le gars qui a créé un Substack sur le mouvement IAC, mais qui poste pas des tonnes de trucs, et même les forums IAC sont pas énormément alimentées. Mais c'est quelque chose qui vit vraiment, qui vit beaucoup à travers des communautés physiques, et c'est pour ça que j'ai décidé de créer mon meetup. Et pour être honnête, la première fois, je me suis dit, bon, au pire, il y a personne qui vient, je vais me lire un bouquin. Et étonnamment, je me suis posé, et au-delà d'une demi-heure, on n'avait plus de chaises, tellement il y avait de monde, on était une dizaine. Et donc c'est cool, et donc je continue à faire des meet-up. Donc c'est le Meetup IAC Paris. Si vous le trouvez pas sur Meetup, sur le site Meetup, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, que ce soit sur Twitter ou sur Discord. Voilà. Et donc je vais laisser Dr Madantan faire son introduction du travail de Nick Land, de la traduction de Rage, du travail de Nick Land, qui est très important, parce que ça va permettre de rendre ces idées plus accessibles. Mais après, toujours, je vous encourage à vous mettre à parler anglais, à essayer de comprendre, à aller sur YouTube et à mettre la traduction automatique ou à utiliser DeepL pour traduire les textes. Parce que comme je le dis, c'est quelque chose qui va surtout passer à travers des podcasts. Bah écoute, merci Marquis de Bayon de ta présentation. Je pense avant que je passe sur Nickland, s'il y en a parmi vous qui ont envie d'exprimer un petit retour sur le mouvement accélérationniste, le rapport que vous avez peut-être avec, est-ce que vous en avez déjà entendu parler, etc. Donc peut-être rebondir sur des sujets qui ont été abordés plus spécifiquement pendant cette présentation, vous pouvez le faire. C'est le moment. Bonsoir, je peux parler? Mais bien entendu, on t'entend. Oui, donc c'est Johan et donc c'est pas directement, lié à la présentation, mais donc en lisant, Obscure Accélération de Nick Land pour ma part, ce qui m'a beaucoup frappé ou marqué dans, l'explication de ce qu'était l'accélérationnisme, c'est, le côté, heu, il me semble qu'il appelle ça l'evolution, E-U-volution, l'évolution qui évolue, l'évolution, génétique qui accélère et j'aimerais bien quelques commentaires, là-dessus. Est-ce que c'est juste moi qui ai, comment dire, trouvé que c'était quelque chose d'essentiel dans l'accélérationnisme ou c'est marginal? En tout cas, moi, ça a donné toute une dimension que j'avais pas avant, à cette idée de l'accélération. En fait,
absolument central dans la pensée de Nick Land et de l'accélérationnisme. En fait, pour simplifier grandement la pensée de Nick Land et la vision que Nick Land a de l'accélérationnisme, c'est le fait que pour analyser tout phénomène, quel qu'il soit, ou tout processus, la grille d'analyse à avoir, c'est les boucles de rétroaction positives et négatives. En gros, la cybernétique. L'accélérationnisme, ce n'est que l'interprétation, en gros, la plus poussée de ce qu'est la cybernétique et de ce à quoi elle peut s'appliquer. La cybernétique, c'est la science de la régulation des systèmes. Et c'est par exemple... et elle est composée, on va dire, comment dire, les deux principes, on va dire, de la cybernétique, c'est les boucles de rétroaction positives et négatives. Boucle de rétroaction, en anglais, c'est feedback loop. Donc feedback, en anglais, enfin, on peut le traduire par retour, mais généralement, c'est par rétroaction. Les boucles de feedback positif et négatif. Une boucle de feedback négatif, c'est un thermostat. C'est l'homéostasie. C'est un processus qui ramène quelque chose à une valeur lorsqu'elle s'en éloigne. Donc c'est, pour les plus sportifs d'entre vous, les systèmes tampons pendant un effort qui fait repasser le pH qui est devenu basique avec l'acide lactique à un pH neutre. Et il y a les boucles de rétroaction positive. Et c'est en gros les boucles d'emballement. Les boucles d'emballement, c'est fréquemment, je peux vous donner un exemple qui est lié par exemple au réchauffement climatique, la capacité de l'eau à capturer le CO2 est inversement proportionnelle à sa température. C'est-à-dire que plus il fait chaud, moins l'eau peut capturer de CO2. Or, plus il y a de CO2 dans l'air, plus l'effet de serre est, est potent, et plus la température va augmenter. Donc ça, c'est par exemple une boucle de rétroaction positive. La pensée de Nick Land est de dire que pendant toute l'histoire de l'humanité, pratiquement, la tradition était un mécanisme qui empêchait les boucles d'emballement que constitue la modernité. Le transfert de l'ancien régime, on va dire, et de tout ce que l'histoire de l'humanité a été précédemment, et la modernité, c'est le même rapport que on peut avoir sur une réaction en chaîne dans une centrale nucléaire comme à Tchernobyl, où la tradition, c'est ce qu'on appelle en ingénierie nucléaire les control rods, c'est-à-dire je sais pas comment traduire en français, je vais le chercher, mais c'est ce qui empêche l'explosion et l'emballement dans une centrale nucléaire. Et en fait, cette image des control rods que vous allez retirer du cœur, du noyau de la centrale, eh bien en fait, c'est la libération des forces cognitives qui ont accompagné la modernité et les instruments technologiques qui ont permis son avènement. Et donc en fait, Nick Land propose que toute l'histoire de l'humanité durant, il y a eu une pathologisation, entre guillemets, des boucles de rétroaction positive et de l'emballement. Alors qu'en tant qu'accélérationiste, en fait, l'accélérationnisme, c'est la célébration des boucles d'emballement. Et ces boucles d'emballement qu'on peut retrouver dans la modernité par le capital et l'auto-renforcement des processus d'amélioration de l'intelligence artificielle et son avènement à une singularité capitalistique et cognitive d'après des gens comme Nick Land. J'espère que j'ai répondu à ta question, Yoann. Oui, très bien, mais ça m'amène sur une autre question. Est-ce que je la garde pour plus tard ou pas? Non, je pense que tu peux y aller. Ok, alors ma question, le fait que tu aies employé l'analogie avec l'énergie nucléaire est très intéressant parce que si on met pas les barres de contrôle rods, on a une explosion nucléaire. Et si on les met, on a une centrale nucléaire qui produit de l'énergie, entre guillemets, sous contrôle. Et ma question, elle est évidemment, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir à la fois les boucles de rétroaction positives et négatives, c'est-à-dire les positives. Si on n'a pas les positives, on n'a pas l'emballement de la réaction nucléaire qui fait qu'on peut produire assez d'énergie pour en extraire de l'électricité. Et en même temps, si on n'a pas les boucles de rétroaction négatives, on ne peut pas en faire grand-chose parce qu'au final, ça se dissipe très vite et ça, excusez-moi l'expression, c'est en tête à la gueule. Est-ce qu'avec l'IA, il n'y aurait pas un peu la même problématique, c'est-à-dire si on n'est pas de... Alors peut-être c'est des questions d'éthique, d'éthique autour de l'IA, ou autre chose, je ne sais pas, mais si on la laisse exploser, est-ce que ça risque pas, encore une fois, de nous péter à la gueule comme c'est le cas pour toute boucle de rétroaction positive qui n'est pas contrôlée, entre guillemets? Alors j'ai deux réponses à ça. La première, c'est concernant effectivement le rôle des boucles de rétroaction. Pour Nîmes, lui est d'accord avec toi, je pense. Il considère qu'il y a pour éviter l'explosion et la fragmentation la plus totale, il doit rester des boucles de rétroaction positive qui sont par exemple des traditions locales, des cités-États, des choses comme ça, des cités-États qui seraient le système de rétroaction positive qui s'opposerait à l'état de fragmentation le plus total que serait par exemple l'anarcho-capitalisme. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Concernant le rapport des boucles de rétroaction positive vis-à-vis de l'IA, en fait, il faut savoir que l'explosion qui surviendrait de cet emballement-là
Nick Land en a conscience et il le célèbre en réalité. C'est-à-dire que son post-humanisme n'est pas seulement une posture de dire qui symbolise, enfin, qui vient s'inscrire en opposition à l'humanisme, c'est surtout pour dire que ce que lui souhaite, c'est l'explosion de l'intelligence, quelle qu'elle soit, et que si cette explosion de l'intelligence se traduit par la disparition des humains, c'est presque tant mieux. Et comment dire, je pense que je ne caricature ici pas la position de Nick Land quand je dis ce que je dis à l'instant. Ensuite, vis-à-vis de la pertinence de la métaphore en général, parce qu'il y a aussi ça dans ta question, est-ce que la métaphore de la libération des forces de rétroaction positive sont en gros une bonne chose et souhaitable? En vrai, je n'en sais rien. Je sais juste que c'est sa manière de décrire les phénomènes qui permettent une libération. Après, de savoir s'il y a comment dire, un contre-pouvoir qui est pertinent à ce mécanisme, ça, j'en sais rien. Mais pour dire quand même qu'il y a peut-être une nuance à apporter là-dessus, c'est que dans un de ces textes que du coup il y a dans la traduction de Obscure Accélération, Obscure, je me souviens jamais dans quel ordre j'ai foutu ce titre, Obscure Accélération, c'est sur le chaos, que je trouve être un de ses meilleurs textes et qui capture le mieux ce qu'est la droite et la droite libérale. C'est qu'un bon système n'est pas un système avec moins de chaos, c'est un système qui a plus de chaos mais qui est capable d'encore davantage le contrôler. Et on peut dire que c'est peut-être, on peut le renvoyer à certaines, comment dire, à certains aspects de la philosophie de Nietzsche qui lui parle de l'étoile qui danse, etc. Pour parler des grands hommes et des surhommes qui sont capables de, non pas de supprimer leur tumulte interne, mais de les canaliser pour en faire quelque chose de grand. Je pense que j'ai répondu à ta question sur ces trois aspects. Enfin, j'espère, tu me le dis. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions dans les 15 prochaines... S'il n'y a pas de questions pendant les 15 prochaines secondes, je vais pouvoir continuer et vous parler peut-être globalement de Nick Land et de la traduction. Mais si vous avez encore des questions et si vous voulez réagir à mes réponses au questionnement de Johan, je vous enjoins à le faire dès à présent. J'avais une remarque au niveau de l'IA. C'est que, en effet, l'IA peut exploser en soi, mais le problème de tout ce qui est contrôle de l'IA, je me demande réellement si c'est pertinent, en tout cas au stade où on en est. Pour moi, toutes les impositions sécuritaires, les réglementations imposées ressemblent beaucoup plus à des réglementations vraiment comme ce qui s'est fait pour réglementer le livre et réglementer l'impression de papier. Une société où on régulerait de manière extrêmement agressive l'IA, je me demande réellement si c'est une bonne chose et ça me fait plus penser à l'Empire ottoman qui a réussi à bannir le livre pendant 300 ans. Mais après, je pense qu'il y aura une conversation vraiment à avoir au niveau de l'IA, des perspectives. Est-ce que ça va remplacer le travail d'ici 300 ans? Oui, je comprends ta position. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas beaucoup écrit sur Agen, globalement, sur la thèse de l'alignement. Mais pour des gens comme Land, la thèse de l'alignement est un non-sens. Parce que pour lui, il ne pense pas à un haut degré d'abstraction qu'il y ait de réelle orthogonalité entre la volition et les capacités. Pour lui, et vous pouvez le retrouver dans Obscure Accélération, le test, l'article et d'autres articles connexes sur l'anti-orthogonalisme, c'est tout simplement le fait que pour lui l'intelligence, en tout cas une plus grande intelligence, n'est pas synonyme, enfin, est systématiquement synonyme d'une volonté qui ne peut pas être stupide. C'est-à-dire que pour Land, il ne peut pas y avoir des paperclippers. Bon, donc sans plus tarder, je vais vous parler un peu de ce dont j'avais à vous parler concernant Nick Land et la traduction. Je vais simplement structurer ma petite présentation en 4 volets. Premièrement, je vous présenterai globalement la structure de ce recueil, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Ce que je considère qu'il raconte d'important dans ces textes que j'ai compilés à l'aide de Nîmes. Un point sur lequel j'aimerais bien revenir rapidement, c'est ce qu'il raconte de différent avec les autres néo-réactionnaires, donc les autres personnes qui composent le mouvement NRX, donc comme Curtis Yarvin. Et finalement, j'aimerais bien rajouter un petit côté ce que la lecture globalement apporte et les qualités générales de l'écriture de Land et oui, ce que je pense que ça apporte à un niveau personnel d'enrichissement intellectuel sa lecture. Alors concernant l'ouvrage et sa structure, je considère qu'il peut se lire de manière linéaire et en fait j'ai justement arrangé les articles de sorte à ce que ce soit vraiment lisible dans l'ordre et qu'il n'y ait aucun comment dire, à aucun moment les textes parlent de quelque chose que vous ne verrez, en tout cas, vous n'avez pas besoin
de lire quelque chose qui se trouve après pour comprendre quelque chose qui se trouve au début du livre. Pourtant, ça peut être quelque chose de compliqué compte tenu du fait que Land est aussi un auteur qui se cite beaucoup et qui a une philosophie cohérente tout le long de son parcours intellectuel. Alors peut-être avant de revenir sur ça, je veux juste faire une petite présentation de Land. Ça serait pas mal en vrai. Alors, il est né le 17 janvier 62. Il a fait sa thèse sur Heidegger. Son doctorat, il l'a fait à Warwick, donc c'est au sud-est de Birmingham, pour ceux qui connaissent. Il a fondé, comme le disait Marquis de Bayon, le CCRU, donc le Cybernetic Culture Research Unit, dans lequel c'était un petit groupe de l'université qui était entre autres composé aussi par des étudiants. Donc c'est pas quelque chose. Quand les gens parlent du CCRU, on dirait qu'ils présentent quelque chose de grandiose, mais en réalité c'était surtout un projet à moitié étudiant et un petit projet dans une petite université. Il est resté jusqu'à la fin des années 90, je crois, en fait, en Angleterre et à Warwick. Et en fait, il s'est ensuite exilé à Shanghai. Et en fait, quelque chose que vous pourrez lire en filigrane si vous suivez ça et là son parcours, c'est aussi pour des raisons sécuritaires, pour les mêmes raisons qu'un droitard irait s'expatrier dans un pays safe. Bah, c'est plus ou moins ce qui lui est arrivé. Là où vous le voyez dans ses premiers écrits, qui ne composent absolument pas la compilation que j'ai pu faire, c'est qu'il y a une grande influence des auteurs traditionnellement de gauche sur sa pensée. Alors, une fois à Shanghai, en fait, apparemment, il aurait travaillé pour de la propagande chinoise, j'ai vu ça. Donc c'est sur Urbanomics ou Urban Futures, je me souviens plus. Mais c'est assez obscur en fait sur ce qu'il a fait là-bas. Peut-être qu'il a travaillé comme consultant ou quelque chose comme ça là-bas. Mais j'ai pas plus d'informations que toi, je pense, Rationalis. Quelque chose qui l'a rendu profondément aigri, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, je l'ai déjà entendu le dire, c'est Facebook. En gros, il imaginait un Internet profondément décentralisé. Il imaginait probablement des mécanismes comme la blockchain au moins 10 ans. En tout cas, que la maturité des technologies de la blockchain arrivait au moins 10 ans avant que le moment où ça arrive à maturité, en tout cas au niveau de la bulle que ça crée. Et en fait, Facebook, le fait que pour lui, le site le plus visité de tout l'Internet était Facebook, rien qu'avec ce nom, était profondément ironique pour lui, et ça l'a rendu peut-être... en fait, ça l'a énormément déçu de la direction que prenait la technologie, quoi. Il y a aussi eu à ce moment-là la rencontre avec les écrits de Mencius Moldbug, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Curtis Yarvin, c'est-à-dire avec l'interface de la NRX, quoi. Et la rencontre, en tout cas le mélange des idées libertariennes et accélérationnistes. Il a, après ces années, en tout cas après cette rencontre et son écriture de The Dark Enlightenment, que j'ai traduite par Les Lumières Obscures, je crois. Alors, où est-ce que je l'ai mis ? Oui, La Lumière Sombre, pardon. En fait, il était présent sur Internet, que ce soit sur Twitter ou sur des blogs, généralement assez proche à la fois des auteurs NRX, donc à l'époque par des gens comme Anisimov, mais aussi sur des blogs indirectement. Il finissait par avoir de l'influence sur des blogs rationalistes critiques, comme pouvait l'être Less Wrong et Slate Star Codex, donc respectivement un peu tenus par paradoxalement Eliezer Yudkowsky et Scott Alexander. Il publiait principalement sur un blog qui s'appelle Xenosystems, et puis après Xenosystems, il a un peu publié sur Jacobite Mag, qui était un peu plus orienté accélérationnisme que accélérationnisme plus NRX, bien qu'il ait gardé ses idées cohérentes tout le long. Alors je vais revenir sur la structure du bouquin. Alors la partie 1 de ce livre, alors, pardon, j'ai vu un commentaire pop. Alors, je me pose la question directement ici. Quelle est l'influence de la pensée de Land actuellement ? Alors c'est une très bonne question. Globalement, quand il était dans le milieu académique, il pesait pas tant que ça au final, donc c'est surtout via Twitter, etc., qu'il a de l'influence sur les gens. Mais comme vous pouvez le voir dans le manifeste techno-optimiste de Andreessen que j'ai partagé plus haut, Land est cité par des gens comme Marc Andreessen. Marc Andreessen, qui est un venture capitaliste les plus influents de la Silicon Valley. Il fait partie des plus gros investisseurs dans le début d'Internet. On peut penser que ces idées ont une très grande influence aujourd'hui dans des grands monsieur de la tech. Je suis pratiquement certain que Mark Zuckerberg a lu Nick Land. On peut l'entendre parfois parler de boucles cybernétiques, de faire des rapprochements entre l'IA et le capital. C'est franchement assez impressionnant, et je pense très sincèrement que Nick Land a beaucoup plus d'influence. Alors, sur Musk, très honnêtement, j'en sais rien. Je pense que philosophiquement, Musk est bien inférieur à d'autres milliardaires de la Silicon Valley. Par ses actes, je pense qu'il n'est pas des moindres,
mais je pense sincèrement qu'il passe moins de temps à s'éduquer intellectuellement que Andreessen ou Mark Zuckerberg. Les références de Musk, c'est William McCaskill, Effective Altruism, tu vois, c'est des choses comme ça. Peut-être qu'il a déjà entendu parler de Curtis Yarvin et des choses comme ça m'étonnerait pas, mais je suis pas certain que son éducation intellectuelle et sa curiosité intellectuelle les poussait jusqu'à Nick Land. Peut-être, à part pour déconner, peut-être pas. Après, je ne pourrais pas me prononcer, j'en sais rien. Ce qui est important dans la première partie de l'ouvrage, qui est intitulé Cybernétique, Intelligence et Évolution, c'est l'introduction en réalité à des notions clés pour, à mon avis, comprendre les mécanismes clés de la réalité. Et en fait, l'intelligence, comprendre ce qu'est la puissance cognitive, comprendre ce que c'est les boucles de rétroaction positives et négatives, comprendre l'intégration des lois de la thermodynamique dans l'analyse de la réalité de la société, c'est profondément... En fait, comprendre Wiener, comprendre la théorie de l'information de Shannon, comprendre le gène égoïste de Dawkins et comprendre les lois de la thermodynamique, c'est fondamentalement... C'est clé pour comprendre comment la société fonctionne, et c'est quelque chose que vous retrouverez très bien intégré dans la pensée de Land. Dans la deuxième partie du bouquin, c'est intelligence artificielle et capitale, et cette partie-là, en tout cas ces quelques articles, présentent vraiment ce que sont les IA, et que l'intelligence artificielle en tant que fait technologique est la quintessence du capitalisme apprenant et dans son autocultivation, l'inversion des moyens fins, c'est-à-dire qu'on passe, que c'est la quintessence du passage d'une société qui est orientée vers la réponse à des besoins, à l'auto-entretien d'une structure supérieure aux humains qui va servir ces besoins en conséquence, sans que ce soit les humains directement qui souhaitent le faire. Dans la troisième partie, c'est la plus grosse partie du bouquin, ça constitue pratiquement 150 pages sur 272. C'est la plupart de ses écrits qu'on peut rapprocher de néo-réactionnaire. Donc c'est son constat et sa critique de la démocratie, du vivre ensemble, en gros de la politique, on va dire, gauchiste et inclusive que les démocraties libérales ou sociales ont apporté au moins ce dernier siècle. Et le rapprochement, en fait, on est sur une pensée de la néo-réaction qui intègre toutes les notions qu'on a introduites avant, comme les boucles de rétroaction, etc. Donc, il va pouvoir faire une critique qui est à la fois, on va dire, libertarienne et néo-réactionnaire et accélérationniste de la démocratie par en gros, sa capacité à allonger les boucles de rétroaction, sa plus faible capacité à corriger les erreurs en réalité, par le bypassing de l'élimination que propose le marché. En dernière partie, qui est je crois la plus courte, qui s'appelle Accélérationnisme et fragmentation, c'est globalement, après ce constat-là, sur la société, ce sont les articles qui proposent réellement ce que lui voit comme la solution, et qui est triple mais qui est seul pour moi, c'est la fragmentation, la diversité et la sécession. En fait, ce qu'il souhaite, en présentant un modèle de société ultra fragmenté, par la décentralisation, la sécession, etc., c'est de favoriser l'explosion de l'intelligence, et à l'échelle au moins humaine, l'explosion de l'extropie et des systèmes qui favorisent l'expression des capacités cognitives. Alors, vous vous en rendrez compte en lisant, ou si vous l'avez lu d'ailleurs, c'est que ce sont majoritairement des textes récents. J'ai choisi uniquement de traduire les articles que l'on pouvait retrouver sur Jacobite Mag ou Xenosystems, pour une raison premièrement très simple, c'est qu'on n'avait pas envie d'avoir des problèmes avec la justice par rapport à les droits d'auteur, puisque ces premiers textes qui ont été publiés à l'époque du CCRU, etc., ont été publiés officiellement par un éditeur, etc. Donc ça fait l'objet d'un livre et une compilation, je crois, par Mark Fisher. En tout cas, au moins avec une préface de Mark Fisher, je pense. Et donc, globalement, je n'avais pas forcément envie de prendre ce risque-là. Et puis en fait, c'est surtout que ces premiers textes-là, ils sont facilement trouvables. Vous avez déjà des PDF, etc. Alors que là, sur les textes les plus récents, au moins en gros des 11 dernières années, puisque le plus ancien des textes qu'il y a dans ce recueil, c'est 2012, c'est The Dark Enlightenment. Donc c'est vraiment les Lumières sombres. Et donc eux ne sont pas facilement trouvables, vous êtes obligé de passer par Web Archive, etc. Donc ça permet de donner un atout double à cette compilation. C'est que c'est à la fois une traduction, mais une compilation d'articles éparpillés ça et là, un peu difficile d'accès globalement, pas tant que ça, mais parce qu'il suffit de savoir utiliser Web Archive pour y arriver à le faire, mais je pense que ça valait le coup de faire ça.
Et c'est surtout, ça m'arrange parce que je trouve que les derniers textes, en tout cas ces textes qui ne sont pas parmi ses plus premiers, sont à mon avis plus matures, plus explicites, et on est quand même moins sur de la poésie et vraiment sur de la réflexion pour le coup. Euh, et je préfère cette lecture-là aux autres, à ces textes antécédents plus connus. Alors, on en vient au deuxième point, ce que je considère comme étant les points forts de sa pensée. Quelque chose que je vous ai présenté juste avant en répondant à la question de Johan, c'est une phrase qu'il a prononcée dans un podcast de Justin Murphy et que de toute façon que vous pouvez retrouver n'importe où sur internet et en lisant en fait. C'est pour lui l'accélérationnisme, c'est le sujet de l'accélérationnisme, c'est la cybernétique. C'est l'exploitation à un maximum des concepts de boucle de rétroaction positive et négative. Les explosions, les emballements, les escalades sont des catastrophes. Mais ce sont des catastrophes qu'un post-humaniste et qu'un accélérationniste considèrent comme étant souhaitables. Ça, c'est le point le plus important de sa pensée, et bien que, à maintes reprises, des gens pensent ou disent que l'accélérationnisme est une idéologie, en tout cas un outil purement descriptif et pas prescriptif, je vous laisse lire par vous-même Nick Land et me dire que vous ne trouverez pas une forme de trépignement à l'idée que l'explosion s'emballe. Et qu'il n'y a pas une forme de mépris pour les forces du ralentissement que Land pense sincèrement être supprimable, quoi. Pour lui, la tradition et le gauchisme sont des systèmes d'endiguement du capitalisme, de la modernité. En fait, la modernité, son essence, c'est la destruction de ces systèmes d'endiguement. La modernité, pour Nick Land, est née en Europe parce que les systèmes d'endiguement n'étaient pas assez puissants, parce que la décentralisation historique de l'Occident, en tout cas à l'époque de l'Europe, ne permettait pas à des systèmes et à des pouvoirs totalitaires de suffisamment peser sur la fragmentation, sur la libération des forces de production. Pour Land, l'anticapitalisme et l'idéologie de l'alignement, que vous retrouverez chez Bostrom, chez les effectifs altruisme, etc., sont pour lui la même chose. Ce sont des manifestations de ce qu'il appelle dans les premières œuvres le Human Security System, c'est-à-dire les forces qui s'opposent à la machine, à l'intelligence artificielle. L'anticapitalisme et l'idéologie de l'alignement sont en réalité les dernières râles d'agonie du dernier des hommes, engloutis par la peur d'être dépassé, d'être obsolète, d'être au service de quelque chose de plus grand que lui. C'est une forme, on va dire, d'athéisme primaire, d'athéisme enfantin, qui se rebelle contre un dieu, que serait le capitalisme ou l'intelligence artificielle, en gros la singularité, contre un dieu par manque d'agentivité que cela lui renverrait en fait. Et ce sont ces courants, en tout cas l'anticapitalisme et l'idéologie de l'alignement, sont motivés par la peur d'être dépassés et de ne plus suffire en réalité. À l'inverse, l'anti-orthogonalité et le post-humanisme proposent, via l'accélérationnisme de Land, que les structures intelligentes ne peuvent pas avoir des objectifs stupides. Les humains ne sont pas, ne sont pas l'alpha et l'oméga de la raison pour laquelle une idéologie, une idée, notre arrangement de la société serait bien ou mauvais. En fait, le problème de l'alignement et de l'anticapitalisme, c'est que il parle d'aliénation par le fait que, respectivement, que l'IA et le capitalisme aboutissent à des choses qui ne nous ressemblent pas ou qui sont contre notre nature ou qui créent un malaise chez nous. L'accélérationnisme, c'est le fait de penser que tout ça, en gros, on s'en fout, quoi. Alors personnellement, sur tout ce que je vous ai... là, j'ai résumé ce que je trouvais extrêmement pertinent dans sa pensée, mais j'ai pas trop parlé de ses désaccords. Moi, personnellement, les choses qui me parlent le moins chez Nick Land, c'est son éloge de l'Extrême-Orient. Il est constamment en train de... Enfin, pas constamment, je me corrige. Il loue à maintes reprises les vertus des sociétés est-asiatiques, que ce soit le Japon, Singapour, Shanghai, Hong Kong, etc. Je pense que ces sociétés n'ont pratiquement rien créé de bon, si ce n'est d'avoir repris ce que l'Occident faisait déjà, et faisait mieux que eux ne le font. Et mis à part le niveau de sécurité qui est extrêmement présent dans la société et qui est absent dans les nôtres, je ne vois pas grand chose à louer là-dessus. Surtout que pour le coup, le technocapitalisme, on va dire, au moins superficiel de la Chine,
en tout cas des grands espaces urbains chinois, et comment dire, un simulacre, quelque chose qui n'exploite que l'intelligence des Occidentaux, en plus du fait que bon, c'est quand même un État qui est sacrément totalitaire, donc j'ai du mal à comprendre son éloge en fait de globalement la Chine et de ses satellites. Il y a aussi quelque chose qui était l'objet d'une discussion précédemment sur Rage, c'est que j'ai encore énormément de mal à comprendre tout son truc sur la rétrocausalité. Et en fait, ce que je comprends de ça, c'est que pour lui, et vous le retrouvez encore une fois dans le bouquin, ce qu'il y a de particulier. Je l'ai déjà entendu parler de cet exemple dans Terminator 2, je crois que c'est le 2, quand le Terminator est derrière une cellule ou derrière des barreaux ou derrière une grille, et qu'en fait il se liquéfie, se décompose, passe cet obstacle-là et se réarrange derrière. Et en fait, ce qu'il dit, la raison pour laquelle cette scène est une scène d'horreur absolue, c'est qu'elle cristallise l'intuition qu'on a vis-à-vis de la vie et vis-à-vis de l'ordre. On a naturellement une intuition anthropique, au sens de l'entropie thermodynamique, quoi. C'est-à-dire que on sait que tout se décompose et que tout finit par mourir. Et ce qu'il y a de particulièrement étrange sur la vie et sur les structures dissipatives, c'est qu'elles sont justement capables d'aller à rebours par rapport à la réalité cosmique. C'est-à-dire que les structures dissipatives, la vie, est capable de se structurer et d'augmenter son ordre interne quand, depuis le Big Bang, grosso modo, ce n'est peut-être jusqu'à des périodes assez tardives du développement cosmique, mais je pourrais pas dire quand. En gros, tout ne fait que se dégrader et l'entropie ne fait qu'augmenter, et que notre réalité, à nous les êtres vivants, c'est que en fait nous sommes à contre-temps, littéralement, c'est-à-dire que nous augmentons notre ordre interne alors que tout le reste dans le cosmos ne fait que se dégrader. Bref, c'était la parenthèse, mais pour moi il y a un lien avec ça, c'est-à-dire que pour lui, étant donné que si pour lui c'est comment dire, pour lui, si la flèche du temps n'est qu'une illusion et qu'en réalité c'est l'ordre qui détermine la direction que prend l'arrangement de la matière, bien effectivement il pourrait y avoir une rétrocausalité, mais encore une fois c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal à comprendre et que mon côté peut-être physicaliste et purement matérialiste m'empêche d'observer. Concernant les différences qu'il a avec d'autres courants de la droite néo-réactionnaire, en tout cas, l'analyse que je peux en faire de cette différence, elle passe nécessairement par une trichotomie que Land présente dans de nombreux textes, et certains, je pense, dans la compilation en question. C'est la différence entre les néo-réactionnaires techno-commerciaux, ethno-nationalistes et théonomistes. Pour lui, il y a trois types de néo-réactionnaires. Ceux qui sont néo-réactionnaires par conviction religieuse, donc ce qu'il appelle les théonomistes, donc littéralement théos, Dieu, nomos, loi, donc la loi de Dieu, quoi. Ceux qui sont là par traditionnalisme absolu et traditionnalisme religieux. Il y a aussi les ethno-nationalistes, donc là on peut parler de Jared Taylor par exemple, qui est pour un séparatisme racial, ou Anisimov par exemple. Et ensuite, il y a une frange à laquelle Land déclare appartenir, qui est la branche techno-commerciale, et qui sont en fait simplement, si on voit la société comme la pédale d'accélérateur, qui est ceux qui veulent plus de boucles de rétroaction positive, et la pédale de frein, qui est les boucles de rétroaction négative, c'est-à-dire les forces qui ralentissent le capitalisme, qui ralentissent l'intelligence artificielle, qui ralentissent, enfin qui régulent, etc. Eh bien, eux, en fait, c'est ceux qui veulent sauter à pieds joints sur la pédale d'accélérateur, et qui veulent à tout prix qu'il n'y ait plus personne qui n'appuie sur le frein. Et Nick Land en fait partie. Une autre différence, du coup, c'est que lui, il est favorable à la fragmentation. Contrairement aux théonomistes, aux autres ethno-nationalistes, il n'est pas favorable à des grands États centraux, à une puissance nationale importante qui serait incarnée par exemple par les États-Unis ou quelque chose comme ça. On peut parler des notions de déterritorialisation et de reterritorialisation. C'est le fait que on prend les humains qui sont à un endroit, donc ça peut par exemple être la déterritorialisation. C'est le fait que, par exemple, en fait, c'est les mécanismes de déracinement, c'est la délocalisation, c'est le changement d'une économie locale à une économie globale. Et la reterritorialisation, c'est la réutilisation des moyens et des ressources humaines qui étaient précédemment utilisés dans ces structures pour d'autres choses. C'est le fils d'agriculteur qui devient employé du milieu de la tech. Un truc qui est clé pour le comprendre, c'est que, je l'ai déjà entendu dire quelque chose comme ça, comme « I don't trust the human security system ». Dans le sens où, en gros, ils ne pensent pas... En fait, beaucoup de gens, en gros, les anticapitalistes qui ne savent pas qui ils sont, diront que l'économie ne doit pas être au service d'elle-même, mais au service de l'humain. La position de Land, c'est exactement l'inverse. Pour lui, l'économie doit être au service d'elle-même, de la même manière que les machines doivent être au service d'elles-mêmes, parce qu'il ne fait pas confiance à l'humain. Car l'humain ne sait pas réellement ce qu'il veut. L'humain ne sait ce qu'il veut que par ses actes, et non pas par ses dires, non pas par ses idéologies. Et ce qu'il veut, c'est le capitalisme. Ce que l'humain veut,
c'est l'intelligence artificielle. Et en fait, ce qui est marrant, quoi, c'est que contrairement à d'autres réactionnaires, il n'a jamais été pour l'émancipation des humains, mais il est pour l'émancipation des moyens de production. Et en fait, ce qui sous-tend cette inversion moyen-fin, c'est-à-dire que les mécanismes de la société doivent être au service des humains, pour lui c'est l'inverse, l'humain doit être au service de quelque chose de supérieur, et ce quelque chose de supérieur c'est l'explosion de l'intelligence, qui se manifeste par la fragmentation, et cette fragmentation se traduit aussi par une tendance à un encouragement à la fragmentation à un niveau intellectuel. Quand d'autres, dans les sphères néo-réactionnaires par exemple, disaient ne pouvons-nous pas nous mettre d'accord sur X et X choses, lui salue le schisme. Intellectuellement, il est content, il se réjouit que l'unification soit impossible, et que c'est pour lui, à l'échelle intellectuelle, l'émergence des entités de sécession, quoi. Autre chose qui est remarquable chez Land, contrairement non seulement aux néo-réactionnaires mais aux droitards, c'est qu'en fait, il fait l'éloge souvent de la diversité et du métissage en filigrane dans ses œuvres. Mais quand il parle de diversité, c'est bon, surtout de la diversité intellectuelle, quoi. Et quand il parle de métissage, c'est parce que pour lui, étant donné qu'il encourage la fragmentation la plus totale, et bien du coup, il souhaite pratiquement en réalité. Vous m'accorderez que je vous l'accorderai, ce n'est pas possible pour les sociétés, enfin en tout cas pour les humains à court terme, mais la spéciation presque. Favoriser une fragmentation telle que les humains s'éloignent un maximum de ce qui les unit à la base, et que le métissage en ça est une force, puisqu'il permet de rassembler de manière, en tant qu'épiphénomène, les forces qui ont été créées ça et là par des sociétés étanches les unes aux autres. Alors j'en ai fini sur l'aspect des différences avec les autres NRX. Et là je vais revenir simplement sur ce que je pense être les grandes qualités de Land, et enfin je parlerai rapidement en fait pourquoi est-ce que j'apprécie beaucoup sa lecture. Premièrement, c'est que je trouve que pour peu que des gens aient une maîtrise, une intuition étymologique et une connaissance scientifique approximative, ces néologismes ne le rendent pas incompréhensible d'après moi. Je pense que son utilisation des néologismes est excellente, en ça qu'il crée des termes qui sont, tout à fait entendables et qui permettent de caractériser des choses qui ne le sont pas à la base. Et je pense que ça vient puisque je suis un peu germanophone moi-même, c'est que je pense que ça vient de sa lecture des auteurs allemands, à commencer par Heidegger, dans le sens où la langue allemande se construit comme des Legos. Vous avez des idées qui, en s'assemblant, créent de nouveaux mots. Donc je vais prendre des exemples à la con, mais pour ceux qui ne sont pas allemands parmi vous, mais pour dire un réfrigérateur en allemand, on dit Kühlschrank. Ça veut dire littéralement armoire froid. Pour dire un avion, on dit Flugzeug, ça veut dire truc qui vole. Pour dire un briquet, on dit Feuerzeug, ça veut dire truc qui brûle. Enfin voilà, vous m'avez compris, mais quand on a cette façon de voir le langage, on va plus facilement faire des néologismes compréhensibles, puisque on a une bonne maîtrise du latin, peut-être de la racine latine, de la racine grecque, et le fait que construire de nouveaux concepts et le besoin de précision passe nécessairement par des néologismes. Je pense sincèrement qu'une autre grande qualité, c'est son indépendance de la pensée. J'aime pas quand les gens disent penser par soi-même, etc. La plupart du temps, penser par soi-même, c'est juste avoir des idées de merde. Parce que la plupart du temps, des gens ont eu des meilleures idées que nous sur des sujets qu'on vient à peine de découvrir, parce que eux, ils l'ont approfondi. Mais Land approfondit de nombreux sujets, et je pense avec énormément de maîtrise. Quelque chose qui est également extrêmement, pas divertissant, mais agréable dans sa lecture, c'est son agencement des idées essentielles à, pour moi, la compréhension de la réalité. Que ce soit la cybernétique, la thermodynamique, la théorie de l'information, l'épistémologie, globalement, la science de la connaissance. Et en fait, il a si bien compris qu'il est capable de réfuter, implicitement Popper en utilisant ses propres outils intellectuels, que vous retrouverez en fait dans le problème de la démocratie. Si vous voulez que j'approfondisse là-dessus, je pourrais en rediscuter. À titre personnel, sur le dernier point que je voulais aborder, c'est sur l'impact de la lecture de Land sur le plan personnel. Je pense vraiment que sa philosophie est profondément libératrice et qu'elle mène à ce que Nim appelle l'ascétisme, au sens ascète, A2SET, ou 2T, je sais plus, A2SET, un ascète, où en fait on se considère en puissance comme un outil du technocapital. Comme un outil du technocapital qui permettrait, ou en tout cas on veut se servir du technocapital pour augmenter notre propre capacité d'extropie et d'augmentation de la puissance cognitive du système technocapitaliste.
et qu'on se rend compte que le rôle des idées au niveau de la société, quand elles ne concernent pas ces élites, n'a absolument aucune importance. Et que du coup, le débat, le fait d'avoir des différences idéologiques avec le commun des mortels, n'a absolument aucune pertinence. Et que ce sur quoi il faut se concentrer, c'est d'augmenter soi-même sa propre culture, sa propre capacité, pour pouvoir mieux servir le technocapital, pour pouvoir faire, et en fait, tout simplement se recentrer sur sa carrière, sur la manière qu'on aura de de créer des familles, de créer une famille, de prolonger notre lignée et de la prolonger dans un cadre matériel qui favorisera également sa capacité à dissiper l'énergie et à augmenter l'intelligence, en fait à faire preuve d'extropie tout simplement. Et en fait, ça permet de se libérer aussi de toutes les querelles du quotidien, je pense, qui sont liées aux querelles politiques, démocratiques, aux discussions que vous aurez au bureau avec vos collègues qui vont peut-être voter pour Sandrine Rousseau et qui sont des décroissants de puissance ou je ne sais quoi. En fait, vous vous rendez compte que tout ça n'a pratiquement en fait aucun sens et aucun impact, et que ce qui compte, ce sont que les gens comme Marc Andreessen, comme Elon Musk, et eux, une idéologie qui, en tout cas, qui eux tiennent des idées qui sont à peu près entendables, et c'est ce que je pense que des gens comme Land arrivent à faire. Et en fait, ça nous amène aussi à être content, en tout cas à se réjouir de la différence, de la fragmentation, du désaccord, puisque c'est autant de sessions qui permettent aux structures, au processus de rétroaction positive, de rétroaction négative, pardon, de ne pas demeurer. En fait, ce qui fait, quand Nick Land dit que la tradition, c'est les control rods, c'est les barres de contrôle, je crois que disait tout à l'heure Yon. Je vais chercher, attends. Les barres de contrôle, c'est ça. Et en fait, encourager et favoriser, au moins à son échelle personnelle, la sécession, en fait, c'est favoriser l'intelligence en soi, l'intelligence humaine à notre époque et d'autres formes d'intelligence plus tard. Et je pense sincèrement qu'à sa lecture, vous aurez peut-être des clés de compréhension. En fait, ça offre des clés de compréhension globalement fondamentaux dans la compréhension de ce qu'est à la fois l'intelligence artificielle et la modernité, le capitalisme en soi. Et en gros, une idéologie qui, en tout cas, un corpus d'idées qui permet de mieux comprendre la réalité, pour moi, c'est un corpus d'idées qui sert sa fonction, qui sert la vérité tout simplement. Alors, j'en ai fini sur ma petite présentation de Nick Land et de notre traduction. Si jamais vous voulez échanger, c'est le moment. Alors, je vais lire, en attendant que quelqu'un m'interrompe pour parler. Johan qui disait l'alignement est inepte, l'intelligence inférieure, la nôtre, ne va pas dicter l'éthique d'une intelligence supérieure. C'est exactement la critique de Nick Land sur l'anticapitalisme et l'alignement. C'est que le processus du capitalisme est supérieur à tous les humains et aux intérêts personnels ou intérêts individuels. Et de la même manière, effectivement, pour notre époque, c'est les large language models, mais c'est pas nous qui, à l'échelle individuelle, c'est difficile d'être cette critique-là. Sylvain dit un épiphénomène permettant de réunir les éléments dispersés ça et là par des sociétés étrangères les unes aux autres. J'aime beaucoup cette définition de l'humain. Si c'est moi qui l'ai dit, je te remercie. Note de rationaliste. Le post-humanisme de Land trouve des racines dans la philosophie de Deleuze-Guattari, Capitalisme et schizophrénie, et Gilbert Simondon du mode d'existence des objets techniques, qu'il a étudié durant ses jeunes années. C'est tout à fait possible. Moi, je connais très mal les premiers articles de Land. En tout cas, je parle pour Gilbert Simondon parce que sinon, l'influence de Deleuze-Guattari est évidemment centrale dans la pensée de Land. Les concepts de déterritorialisation et de reterritorialisation, c'est de Deleuze-Guattari. Le désir machinique, c'est de Deleuze-Guattari. L'accélérationnisme, c'est l'extrapolation de Marx par Deleuze-Guattari. Donc en fait, Deleuze et Guattari en fait, sont très réellement les influences les plus importantes, je pense, chez Land. Est-ce que je peux intervenir? Mais tout à fait, c'est pour ça. Je voulais revenir sur l'idée de la fragmentation. Alors, de ce que j'en ai lu, j'ai peut-être pas tout compris à ce qu'il propose, mais j'ai un peu du mal, en tout cas avec certains aspects, ou disons l'absolutisme qu'il propose sur l'idée de fragmentation. Et je voudrais argumenter sur deux aspects différents. Le premier, c'est du point de vue anthropique, thermodynamique. Pour qu'il y ait dissipation de l'énergie et donc production d'entropie, il faut qu'il y ait structure dissipative. Et qui dit structure, dit forcément quelque chose qui unit. Et donc, pour moi, de ce point de vue-là, déjà, l'idée de fragmentation poussée à l'extrême, j'ai l'impression que ça va trop loin. Et le deuxième aspect que je voulais souligner, si à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, on se sépare, comment on va ne serait-ce que monter juste des entreprises capitalistes? Je ne parle même pas d'organisations politiques
purement humaine, hein, mais juste faire tourner le capitalisme, il faut bien qu'il y ait à un moment donné, encore une fois, des formes d'organisation, des choses qui nous unissent. Sinon, on va pas fonctionner en étant tous juste des individus. Alors peut-être plus tard, je sais pas, dans un moment, peut-être que l'IA nous pilotera tous et on sera tous auto-entrepreneurs, je sais pas, mais pour le moment, c'est pas possible, ce qu'ils proposent. En tout cas, j'ai du mal avec l'idée de l'accélération, de la fragmentation poussée à l'extrême comme le fait Land, et j'aurais voulu avoir un retour là-dessus, ou peut-être une explication, peut-être que j'ai loupé des choses. Je comprends parfaitement. En fait, ce qu'il entend par fragmentation, c'est pas comment dire, une absence de communication entre les individus, c'est une absence de pouvoir les uns sur les autres. En fait, Land salue dans la modernité les capacités à horizontaliser les structures humaines par rapport à ce qu'elles étaient avant. Et en fait, tu remarqueras que des grandes entreprises, plus un système devient complexe, plus le nombre de sous-traitants de ce que l'entreprise produit augmente. En fait, c'est simplement le principe de, comment dire, des avantages comparés de Ricardo, je crois. C'est le fait que chacun, si chacun se spécialise, chacun maximise ce qui est mis en commun après sera. Et donc, je sais pas, tu prends l'exemple d'Airbus, tu prends l'exemple de n'importe quelle entreprise qui construit des systèmes complexes, je sais pas, honnêtement, je dois peut-être exagérer, mais pour construire un Airbus, il y a au moins 400 sous-traitants différents, si tu veux. Et peut-être que je me trompe, et peut-être que je me trompe, c'est-à-dire que je suis en dessous, quoi. Et aujourd'hui, Airbus, globalement, ce n'est que des usines d'assemblage, si tu veux, quoi. Et parce que la complexité des systèmes a besoin de s'horizontaliser pour rester tout aussi efficace avec une complexité croissante. Et en fait, ce qui nous unit, en gros, et la seule chose qui pour Land doit nous unir, c'est le techno-capital, en fait. Et c'est ce qui nous permet de communiquer et d'avoir un socle commun, mais d'avoir un socle commun tout en permettant des circuits parallèles. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Oui, ça y répond au moins en partie, ça va me donner de quoi méditer sur la question. Je te remercie. Et pas de souci. Ouais, moi ma petite question c'est, aujourd'hui on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et de ce que j'ai lu de Nick Land, il parle pas mal des hyper-intelligences. Est-ce qu'il parle un peu de robotique ou en fait de hard tech? Ce qui est une question que je me pose de plus en plus souvent. J'ai l'impression qu'on voue presque un culte aux IA, sauf qu'en fait l'intelligence artificielle en soi est destinée à rester dans des serveurs et des ordinateurs tant qu'on ne leur donne pas une forme d'action par les machines dans le monde réel. Est-ce que ça, c'est ce que j'appelle la robotique, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, absolument. Alors là, comme ça, c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Mais il parle vite fait une fois de hard tech, je crois, quand il parle du réchauffement climatique. Et en gros, Nick Land n'est pas un climato-sceptique. Et il considère en fait que le piège dans lequel on est, donc dans la trad, ça c'est le texte, c'est heat trap en anglais. Je l'ai traduit au départ, je l'avais traduit par thermosiphon, mais je me suis dit que je sais pas si c'est le bon terme, du coup je l'ai traduit par piège à chaleur. Où en fait il parle du fait que le CO2, son augmentation, alors je me souviens plus exactement de son argumentation, mais en gros, il faut réussir à trouver un système qui permet de lutter contre le réchauffement climatique tout en gardant un niveau de CO2 ultra élevé dans l'air. Et en gros, ça passerait par exemple par. Et en fait, il le détaillait dans les commentaires, je crois, ou en tout cas, il y avait une discussion dans ses commentaires sur cet article sur l'exosystème qui était super intéressant. Et donc, du coup, pour parler des techniques qui permettraient d'augmenter par exemple l'albédo terrestre. L'albédo terrestre, c'est la capacité de la Terre à réfléchir. En fait, l'albédo, c'est. Je sais pas comment dire, ouais. En gros, si vous avez fait SSVT, en tout cas, vous vous souviendrez, mais c'est la capacité de la Terre à réfléchir la lumière. Et donc à ne pas l'absorber directement. Ou alors avoir des systèmes d'ascenseurs stratosphériques qui permettent d'outrepasser la couche, le gaz terrestre qui fait effet de serre pour dégager la chaleur dans l'espace. Enfin des choses comme ça, mais globalement il parle c'est une des seules fois où j'ai entendu parler de hard tech. Mais sinon dans le courant IAC, donc Effective Accelerationism, en fait la seule hard tech qui compte pratiquement pour ces gens-là, c'est les GPU, hein, c'est les cartes graphiques, parce que c'est ce qui permet les calculs, comment dire, c'est l'outil informatique qui permet c'est le composant informatique qui est le plus déterminant dans les types de calculs qui sont nécessaires aux IA génératives. En fait, très honnêtement, je vois pas tellement la pertinence en fait, parce que avant de pouvoir créer quelque chose, il faut pouvoir le modéliser presque. Et en fait, la hardwareisation n'est que la conséquence de déjà est-ce qu'on peut le faire en software, quoi.
C'est globalement ce que tu retrouveras dans tous les milieux de l'ingénierie, enfin dans n'importe quel type d'ingénierie quoi. Enfin, tu fais d'abord des modélisations et ensuite tu vois comment est-ce que tu fais. Bien que des gens comme Elon Musk disent que le plus difficile dans une entreprise c'est le processus d'industrialisation, je suis pas certain. Je pense que bien que ce soit difficile, en fait, c'est-à-dire que même quand c'est difficile, ça demande de la puissance de calcul. Et que du coup, ce qui est fondamental dans la technologie, dans son avancement, c'est la puissance de calcul, c'est c'est les GPU quoi. Voilà. Peut-être que je ne suis pas représentatif de ce que Nick Land dit, mais en tout cas, c'était Tu peux ma rajouter réflexion. quelque chose? Mais tout à fait. Ouais, merci. Il y a... apparemment, Nick Land n'en parle pas, et je ne dis pas le contraire de ce que tu dis, c'est-à-dire que la puissance de calcul, elle est éminente ou première, mais il y a un autre domaine qui est pour le moment juste balbutiant et qui est aussi une boucle de rétroaction positive, à mon avis qu'il ne faut pas négliger, et c'est les robots qui se fabriquent eux-mêmes. Il y a Neil Gershenfeld qui travaille dessus, et le jour où ça va, comment dire, exploser, pour le moment on n'y est pas encore, hein, parce que il y a beaucoup de défis techniques à relever, on va se retrouver face à une nouvelle explosion d'un autre type, puisque à partir du moment où les robots se fabriquent eux-mêmes, pilotés par l'IA, là on va encore basculer dans une nouvelle accélération au carré, quoi. Pour répondre à la question de Eleutheria dans le chat, du coup que je vais lire. Comment envisagez-vous le rapport de l'homme au travail en 2300 à l'ère des super-intelligences? Comment les masses pourront subsister sans revenu universel, étant donné que le travail pourrait être effectué par des robots, et ces robots pourraient être pilotés par d'autres robots? Quand les robots seront massivement viables et autonomes sur le marché du travail, je ne vois pas comment les masses pourront subsister sans le revenu universel. En tant que pro-capitalisme, c'est clairement pas une perspective qui m'enthousiasme, mais comme Dr Futuro, je pense que cela s'imposera par la force des choses. Alors, petite parenthèse absolument presque hors sujet, Dr Futuro c'est un mec sur Twitter qui s'appelle Extra Terra, c'est son nom d'artiste qui fait de, je sais pas, c'est de la techno synthwave, on partage ça, et je trouve que j'avais écouté son premier album, puisque à l'époque on avait fait quelque chose avec lui sur Rage, je crois qu'on l'avait publié, enfin on avait fait une interview avec lui, attends je vais la retrouver, et c'est moi qui avais fait l'interview de sa copine de l'époque d'ailleurs. Alors, ça, et en fait, moi je trouve qu'il fait de la super bonne musique maintenant. À l'époque, j'ai pas trop aimé son premier article, son premier album. Ah oui, j'ai retrouvé l'article qu'on avait fait lui, hop. Mais très honnêtement, c'est pas mal. Sinon, pour répondre à ta question, déjà, je pense comme David Deutsch que les humains sont des explicateurs universels et que ils ont par conséquent la capacité de comprendre toutes les idées et qu'il n'y a aucune idée qui leur est inaccessible. Et que donc, tant qu'il y aura des humains, il y aura de la créativité. La question c'est de savoir à quel point est-ce que notre fusion avec les robots sera opérée. Est-ce que fondamentalement, déjà, je sais pas moi, si une symbiose entre entre le GPU et les humains serait possible, bah à ce moment-là le problème serait réglé parce qu'on aurait, on serait devenu en partie des machines nous-mêmes et que en fait notre seule incapacité face aux machines quoi, globalement c'est notre puissance de calcul. Et donc fondamentalement si on arrive à allier notre puissance de calcul et la leur, bah très bien. En fait, et aussi ce qu'on est capable de faire et que les machines peuvent très difficilement faire, c'est que en gros les humains ont un système perceptif et moteur qui est absolument incroyable, et c'est quelque chose qu'on attend que les machines puissent faire. Donc quand tu pourras regarder un match de rugby qui est réalisé uniquement par des machines, c'est là qu'on sera obsolète. Mais au-delà de ça, j'en sais fou, fiche-moi rien. Personnellement, je pense qu'il n'y a aucun moyen de savoir quelles innovations, qu'est-ce qui se passera dans le monde genre dans 2 ans. Alors savoir dans genre 269 ans ce qui va se passer, 267 ans ce qui va se passer, je l'ignore. Hein. En tout cas, je pense pas qu'à ce moment-là, le revenu universel soit la solution. Si on en arrive au point que la solution c'est le revenu universel, je serais content que les machines éradiquent les plus incapables d'entre nous. En tout cas, qu'on soit totalement remplacé à ce moment-là, quoi. Attention, apologie génocide, je dis ça, mais fais gaffe à ce que le podcast... Oui, alors quand je parle d'éradication, je parle en fait des humains en tant que tels, quoi. Leur disparition. Pas forcément une éradication, mais une disparition, quoi. À cause du fait que à un niveau évolutif, on ne puisse plus avancer, quoi. Et je pense que le revenu universel si le revenu universel ne sert qu'à entretenir des incapables, et je parle incapables l'espèce humaine, ça n'a pas grand intérêt. Et si à ce moment-là, en fait, à ce moment-là, quelles seront les activités des humains s'ils seront sous le revenu universel? Est-ce que ce sera le sport? Est-ce que ce sera de l'art? Mais à mon avis, les IA génératives seront aussi capables de faire de l'art. En fait, je pense toujours que pour l'instant, les machines. En fait, quand on aura créé des machines qui seront capables de remplacer notre capacité créative, en fait, on aura créé des gens synthétiques, en fait, des personnes synthétiques. Donc, en fait, à ce moment-là, il n'y aura plus de différence entre la machine et l'humain, puisqu'on aura recréé des personnes synthétiques. Et à ce moment-là, est-ce que
alors qu'on aura réussi à créer des personnes synthétiques, pourquoi supposer qu'on ne serait pas en capacité d'être en symbiose avec la machine? Ça, honnêtement, j'ai du mal à le saisir. Comment on serait capable de créer des personnes synthétiques et de ne pas fusionner avec. Et quand bien même nous serons sous En fait, si euh, on est dans un état végétatif dans lequel on est obligé d'être sous un revenu universel, c'est qu'on ne fait plus rien. Parce que si on fait quelque chose, c'est-à-dire se divertir, faire du sport, être artiste, on aura toujours moyen de le monétiser en fait, auprès d'autres humains. Donc en fait, je ne vois pas l'intérêt à ce moment-là du revenu universel. Tant qu'il reste une activité humaine, il reste une capacité de le monétiser. Donc je ne vois pas l'impossibilité de l'humain d'être indépendant économiquement. Surtout que si tu arrives dans une telle société, tu es clairement dans une société d'abondance, quoi. Donc en fait, le coût de la vie sera tellement minimal que très clairement, je ne vois pas en quoi, sans faire quelque compétition sportive que ce soit, on pourrait ne pas avoir suffisamment pour vivre toute sa vie après. Enfin, j'exagère, mais je ne sais pas trop comment répondre à cette question autrement que comme je l'ai fait présentement. Avec 20 watts de puissance, notre cerveau n'est pas si mauvais en dissipation d'énergie par unité de masse. On est loin d'être obsolète et on sera probablement exploité par les IA qui vont s'interfacer avec nos cerveaux plutôt que s'en priver. Pour le moment, on est plusieurs ordres de grandeur en avance sur les puissances silicone. Je pense que tu voulais revenir sur le fait que je disais que comment dire, notre point faible c'était la puissance de calcul. Je suis d'accord avec toi que de manière relative elle est impressionnante. Après c'est la question c'est de manière absolue quoi. Toi comme moi on sera très rarement capable de faire des simulations, enfin, de faire le nombre de calculs qu'elles font par seconde pour une tâche bien définie. Mais voilà. Oui, tout à fait. En fait, je faisais juste référence à un graphique dans le livre de François Rodier, La thermodynamique de l'évolution. Et effectivement, les IA nous dépassent en puissance de calcul globale ou totale, si on veut. Mais par contre, par unité de masse, pour le moment, si on s'en tient à la thermodynamique, on a encore de la marge. Ouais, c'est tout à fait vrai. Je vois exactement de quel graphique tu parles, puisque Nîmes l'adore. Et donc, je l'ai fait passer tellement de fois sous les yeux en relisant cet article que je le connais par cœur. Merci à tous pour votre écoute et participation ce soir, et également à ceux qui écoutent l'enregistrement. J'espère que vous apprécierez la traduction que nous avons faite de Nick Land, intitulée Obscure Accélération, disponible sur notre Tipeee. Vous trouverez le lien, ainsi que tous ceux que nous avons partagés sur le Discord à l'occasion de cette soirée, en description. A bientôt.